bonjour à toutes et à tous. Moi, il est 14h15, du coup, on va démarrer, si jamais ça vous va. Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui pour nous écouter parler dataviz, cartographie et infographie. Donc, on va faire un truc en 4 mouvements. D'abord, ça va être commencé par les échos, représentés par moi-même et Tom Février, qui est juste derrière moi. Ensuite, on écoutera parler Delphine Papin, qui est la responsable du service infographie et cartographie du Monde, qui nous parlera surtout de cartographie, je crois. Et puis ensuite, on enchaînera avec Dario Ingiusto, qui est le service infographie de l'Express, lui tout seul. Au final, on terminera avec Stan de Livonnière et Victor Alexandre, qui sont tous les deux data journalistes au Parisien, et qui vont aussi nous présenter un projet qui leur tient beaucoup à cœur. Donc, si ça vous va, j'ai envie de dire sans plus attendre, lançons-nous. Donc, voilà. Alors, avant de vous présenter, l'idée là aujourd'hui, c'est que du coup, avec Tom, on va vous présenter un projet qui est un petit peu emblématique de pas mal de choses qu'on fait, dans la mesure où il recoupe beaucoup de compétences dont on a besoin pour faire de l'infographie ou de la dataviz dans un journal. Donc c'est pour ça qu'on a retenu ce projet, et c'est aussi parce qu'il a un sujet un petit peu rigolo. Avant tout, je voulais juste vous présenter, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire là parce que c'est petit, comment ça fonctionne l'infographie aux échos. Donc nous, on est un service qui est en même temps print et web, parce qu'il y a des journaux dans lesquels c'est plus séparé, on le verra je pense après avec les collègues. Donc on s'occupe de réaliser les infographies pour le journal chaque jour, ainsi que leurs déclinaisons pour le web, les déclinaisons spécifiques pour les réseaux sociaux. Et du coup, on est sur une double logique, en même temps de répondre aux commandes de la rédaction, et en même temps de faire nous-mêmes des propositions de sujets qu'on a envie de traiter par le prisme de la cartographie ou par celui de l'infographie. Ensuite, ces commandes-là, ça peut être des choses qui vont se retrouver dans le print, en pleine page ou pas, et qui vont aussi, pourquoi pas, se retrouver déclinées sous la forme de grands formats sur le web, c'est-à-dire des traitements un petit peu plus ambitieux en termes de graphisme et de carto et d'infographie. Donc là, l'idée, c'est que je vous en présente un aujourd'hui avec Tom. C'en est un qu'on a appelé « Cartographier les vents ». Donc, c'est pas forcément le sujet sur lequel on attend le plus les échos. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous le présenter aujourd'hui, parce qu'on fait pas que des trucs finance et économie. On fait aussi parfois des sujets un petit peu plus légers, ventus. Donc, voilà. L'idée, c'était de vous montrer que tout part d'un message de notre rédaction en chef que je vous ai remis là. Donc, qui nous dit, Lucie Robcam, qui me dit « J'aimerais bien monter une enquête infographie sur un sujet rigolo. » Moi, c'est exactement comme ça qu'il faut me parler. Donc, voilà. On construit de plus en plus d'éoliennes en France alors que le vent ne cesse de baisser. On pourrait faire une jolie carte, encore une fois, un gros trigger pour moi-même, pour montrer la baisse des forces de vent par région. Et ce serait très poétique. Dernière manière de vraiment me vendre un sujet. Donc, voilà. Monter un sujet rigolo, jolie carte, très poétique. Donc, dis-moi si ça tente. Bah ouais, moi ça me tente à fond. Donc à partir de là, maintenant qu'on a juste Lucie Robquin qui nous a dit que j'aimerais bien faire un truc sur les vents et la baisse de la force des vents, il va falloir quand même s'atteler à trouver les données. Donc là, on a de la chance en deux temps. D'abord parce qu'il y en a plein, de la donnée. En deuxième, parce qu'on a Tom Février avec nous, qui est le sorcier du JavaScript et qui peut nous aider à traiter un petit peu tout ça, parce que c'est vraiment une grosse masse de données. Est-ce que je te laisse prendre la suite à partir de là? Oui. Tu peux prendre. Sinon, j'en prends. Allô, c'est bon. Donc oui, du coup, comme disait Jules, donc on a des bases de données qui existent en fait avec la vitesse du vent en Europe, ou même dans le monde entier en fait, qui sont sur la base Copernicus. Et donc en fait, cette vitesse du vent, elle est exprimée en mètres par seconde. C'est la vitesse du vent à 100 mètres d'altitude. Et en fait, on a les données de cette vitesse heure par heure de 1959 à aujourd'hui. C'est vraiment une masse de données absolument gigantesque. Et en plus, comment ces données sont représentées? En fait, on a une grille qui couvre toute l'Europe, de à peu près 50 000 points, donc avec des points qui sont disposés tous les 0,25 degrés de latitude et de longitude. Donc on a cette grille qu'on voit là. Et donc du coup, pour chacun de ces points-là, on a du coup la vitesse du vent pour chaque heure depuis 60 ans. Donc forcément, ça fait un fichier assez énorme, même si nous, on s'est concentré sur la première et la dernière année. Et donc on obtient un fichier gigantesque qui fait à peu près 7 gigas, mais qui n'est pas un fichier comme on peut avoir un fichier Excel ou un fichier CSV, etc. C'est vraiment un format de données qui s'appelle NetCDF, et qui est un format de données scientifique utilisé par les climatologues, par les scientifiques. Mais donc du coup, ça veut dire qu'on ne va pas trop pouvoir l'ouvrir avec un tableur ou le manipuler comme ça. On va devoir utiliser du code, et notamment, malheureusement,
on va devoir utiliser Python, qui n'est pas mon langage de programmation préféré, mais pour lire des fichiers netcdf, on n'a pas forcément trop le choix. Donc maintenant, je vous ai un petit peu menti, parce qu'en vrai, on n'a pas exactement la vitesse du vent dans ce tableau-là. Plutôt, on a la vitesse horizontale et la vitesse verticale du vent. Donc on va faire un petit peu de trigonométrie, mais ça va pas être très compliqué, je vous promets. Donc concrètement, en fait, la vitesse du vent, elle est exprimée en vitesse horizontale, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est, et en vitesse verticale, c'est-à-dire du sud vers le nord. Et donc en fait, à partir de là, comme on a la vitesse horizontale U et la vitesse verticale V, on peut recalculer du coup la vitesse du vent en calculant en fait l'hypoténuse. Et donc là, vous me voyez venir, on va devoir utiliser le théorème de Pythagore, comme quoi ça sert quand on dit que ça sert à rien. Et donc bien sûr, je ne vais pas faire ça à la main, on fait ça avec du code. Donc je vous ai mis aussi le petit script Python qui permet de faire ça. Donc, pour résumer, du coup, on a plus de 50 000 points. Par année, on a les données pour toutes les heures, donc ça fait 8 760 heures dans l'année, fois 2 années. Donc au total, on a 880 millions de théorèmes de Pythagore à faire, ce qui m'a pris à peu près 5 heures de calcul en Python. Bon, en vrai, ça aurait pu prendre un peu moins de temps si j'avais été un peu moins nul. Il y a quelqu'un qui m'a montré comment accélérer ça pour que ça prenne moins de 5 minutes. Donc voilà. Mais dans tous les cas, on a beaucoup de données. Donc c'est un petit peu compliqué à manipuler. Et maintenant, Jules va vous expliquer comment on visualise tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour cartographier sur une seule carte des milliers et des milliers de points et puis rendre ça un petit peu clair? La solution, ça ne va pas être de mettre tous les points, par exemple, sur une carte et puis de colorier les points, parce que sinon, on ne va rien comprendre. Il va falloir qu'on simplifie et qu'on clarifie un petit peu l'information. Et du coup, ce qu'on fait souvent quand on a tout un tas de points comme ça à représenter en carte, c'est qu'on utilise une grille. Enfin, en tout cas, c'est la solution que je vais utiliser moi quasiment à chaque fois et qu'on avait déjà fait plusieurs fois aux échos. Donc là, je vous montre juste 2 autres formats dans lesquels on a utilisé la même technique. Un premier qui était sur la cartographie des corneilles à Paris, donc ça n'a rien à voir. C'est vous avez peut-être vu déjà dans la rue des corneilles avec une petite bague à la patte. En fait, c'est un projet qui a été lancé dans le jardin des plantes où ils baguent les corneilles comme ça et après si on les repère, on peut les géolocaliser en ligne. Il y a un site et tout et du coup il y a une énorme base de données de corneilles où on peut les voir à la fois individuellement bouger pendant l'année et puis aussi en masse où est-ce qu'elles se situent dans Paris. Donc là c'était un point égale une corneille, mais sur cette carte-là par exemple il y a 11 442 points. Ça se voit pas du tout parce qu'ils sont aussi tous un petit peu entassés les uns sur les autres. Donc une solution pour représenter ça de manière plus claire, ça va être de créer une grille régulière. Ici, c'est des carreaux qui font 1 km par 1 km. On pose la grille sur le territoire et puis on compte le nombre de points à l'intérieur. Donc ça peut se faire à plusieurs échelles. Là, c'est la grille de 1 km par 1 km qui va faire une analyse un petit peu moins fine que celle-ci, qui va nous faire une grille de 100 mètres par 100 mètres, donc de 1 hectare. Mais c'est toujours la même chose. On compte le nombre de points à l'intérieur des mailles de la grille et puis après, on cartographie ça comme si c'était des départements, des communes, des régions. On fait une carte co-replète classique, quoi. Ça, c'est un peu la technique quand on a toute une flopée de points et qu'on veut les représenter. On fait une grille et on compte à l'intérieur des mailles. Autre exemple qu'on avait fait avec les feux en Californie, c'était juste pour vous montrer que c'est pas forcément une grille régulière, genre quadrillage, ça peut être aussi autre chose, comme forme de maille. Donc là, en l'occurrence, c'est des hexagones. C'était un été où il y avait eu beaucoup de feux sur la côte ouest des États-Unis. Donc pareil, on prend les points. Les points, chaque départ de feu, c'est un point. Donc c'est des milliers et des milliers de points. On les met dans notre logiciel. On crée une grille. Là, c'est des hexagones pour changer un petit peu. Et puis on compte à l'intérieur de chaque maille. Donc ça, c'est ce que ça va nous donner la première version qu'on fait. Quand on cale tous les points que Tom nous sort, on les met dans un logiciel de cartographie qui s'appelle un SIG. Et puis on crée par-dessus une grille et on va commencer à compter les points à l'intérieur. Donc ça, c'est la toute première version. Donc c'est une première tentative, ça marche mais c'est un peu moche. Déjà c'est pas charté du tout à la charte des échos, c'est pas nos bonnes couleurs. Et puis c'est pas une projection que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plate, la manière dont était représentée l'Europe. Donc on va reprojeter tout ça. Donc ça va nous donner une grille avec une nouvelle projection. Donc ça devient une projection qu'on appelle conique, qui est du coup qui va faire remonter un petit peu les bords de la carte à l'est et à l'ouest, et ça va nous donner quelque chose qui va ressembler un peu plus à un fuseau comme ça. Donc là on a une nouvelle grille de points qui est ce coup-ci projeté. Donc ce qui est plus embêtant, c'est que vous avez cette forme caractéristique d'une projection conique, où du coup en haut ça occupe moins de place et en bas ça occupe plus de place, donc ça nous fait une sorte de fuseau comme ça. Et simplement il faut affiner la grille à partir de là, puisque comme il y a le même nombre de points en haut et en bas, si ça occupe moins de place, en fait les points du haut se chevauchent tous les uns les autres et les points du bas, eux, ils s'éloignent de plus en plus. Donc après il faut retravailler la grille jusqu'à avoir un truc bien régulier. Et ensuite, il faut commencer à s'interroger
que c'est quand même l'idée. Au final, c'est pas juste de rigoler avec des données, c'est quand même de les publier dans le journal. Donc, qu'est-ce que ça va pouvoir donner en page dans le journal? Donc là, on fait une première maquette, et c'est toujours la même chose quand on fait une pleine page comme ça d'infographie. Déjà, l'infographie, elle se suffit rarement uniquement à elle seule. Il faut toujours qu'elle soit accompagnée du texte. Le texte, c'est pas l'ennemi de l'infographie, c'est plutôt un bon copain avec lequel ils vont pouvoir discuter, et chacun va pouvoir apporter des trucs aux autres. Donc, on a quand même 5000 signes de texte. Et puis, on n'a pas juste un gros visuel principal, mais pas mal de petits visuels autour qui vont venir affiner un peu le propos. Donc là, c'est le cas. Je vous ai montré juste la première maquette, ce que ça donnait, et puis ensuite la page finale, bien charter les échos avec nos bonnes couleurs et avec les autres graphiques sur les côtés qui vont venir ajouter tout plein de choses. Voilà, là avec un petit zoom parce que là du coup vous la voyez un tout petit. Donc voilà ce que ça a donné sur la fin. Et ça, c'est la version pour les réseaux sociaux, qui est pour le coup destinée à être vue sur un smartphone. Donc c'est aussi un petit peu le défi qui est le nôtre quand on fait de l'infographie ou de la carte. C'est comment est-ce qu'on va penser à quelque chose qui va être en même temps une pleine page d'un journal, donc quelque chose d'assez grand, dont on va pouvoir se rapprocher pour bien le lire, et qui doit être aussi pensé pour tenir juste sur un petit post Instagram et aussi juste dans la colonne du journal sur le site. Donc c'est pas simple, il faut qu'on simplifie un petit peu à chaque fois pour que ce soit le plus clair possible pour le lecteur. Je vais laisser Tom enchaîner sur Et donc oui, parce que bon, il n'y a pas que le print dans la vie, donc on a aussi fait une adaptation web de cette enquête sur les vents. Et on s'était dit pour le web, au lieu de faire quelque chose de statique, on pouvait un petit peu profiter du côté interactif et animé que nous offre le web. Et donc j'avais repensé à cette carte qui avait été faite par Fernanda Viegas et Martin Attenberg, qui en fait représentait du coup le vent en temps réel aux États-Unis. Donc on a du coup l'intensité du vent et la direction du vent qui est représentée avec ces sortes de traînées sur la carte. Donc là en l'occurrence on voit que c'était le moment où il y avait un ouragan au sud des États-Unis. Mais j'ai trouvé ça assez marquant et assez joli. Et donc j'ai tenté de refaire ça. Donc la manière dont ça fonctionne en fait, c'est qu'en gros, on revient en arrière. Vu qu'on a la vitesse du vent et sa direction pour toute une grille de points, en fait, on va générer plein de particules, des dizaines de milliers, et on va les faire se déplacer en fait le long de la direction du vent et à la vitesse indiquée par les données. Et ensuite, ces particules-là, elles vont laisser une traînée derrière elles, et ça va créer du coup ces vents comme ça, ces animations de vent. C'est un petit peu déjà la même technique que j'avais utilisée quand on avait fait la régate présidentielle. Donc si vous ne connaissez pas, c'était un traitement cartographique de la campagne présidentielle qu'on avait fait avec Jules, où on représentait les événements de la campagne par des cartes fictives avec des pays imaginaires. Et pour l'épisode 4 qui traitait de comment le variant Omicron avait un peu bouleversé la campagne, on avait fait du coup ce brouillard Omicron qui couvrait la carte. Et donc là, c'était la même technique avec des particules, sauf que là, c'était un peu aléatoire pour créer un brouillard fictif. Mais c'est la même technique que j'avais utilisée à cette époque-là. Et donc, le résultat final, ça donne ça. Donc, on retrouve la même carte que celle de Jules, avec la même projection. Mais au lieu d'avoir des points, en fait, on voit du coup le vent qui se déplace, qui est dans la bonne direction, et colorié en fonction de si le vent a baissé ou a augmenté depuis 1959. Donc voilà comment on peut avoir deux visualisations très très différentes du même phénomène, une animée et une statique pour le print et les réseaux sociaux. Donc voilà, au final, l'idée de vous présenter ce projet, c'était aussi de montrer comment est-ce qu'on est censé s'adapter à différents formats, qui peuvent être soit print, soit web, et à différentes dimensions aussi, qui vont de l'écran d'un smartphone jusqu'à une pleine page d'un journal, qui est quand même l'équivalent d'une page A3, quoi, donc quelque chose d'assez grand. Et donc là, ce projet-là, au final, il se décline de plein de manières. Une pleine page pour le print, on a 4 images différentes pour les réseaux sociaux, parce que du coup, on va ventiler ça sur 4 posts Instagram différents, dans un petit carrousel. On a un grand format pour le web avec de l'animation, qui a été fait par Tom, et après, on développe aussi sur les réseaux sociaux, sur nos comptes personnels, des threads sur Twitter dans lesquels on va raconter un peu le côté making of, un peu ce qu'on vient de vous faire maintenant, pour expliquer juste comment on a procédé pour faire tout ça. Et voilà, c'est fini pour nous. Donc, on a un peu de temps pour, si jamais vous voulez poser une question ou deux, on a un peu de temps, on a genre 5 minutes pour ça, avant qu'après ce soit Delphine qui vous parle de cartographie. Vous êtes relativement libre finalement dans l'interprétation, parce que là c'était une demande qui n'était pas exprimée de façon très longue finalement, donc on vous laisse relativement libre en fait pour illustrer au niveau de la cartographie le sujet.
Oui, là c'était juste la demande, c'était sur le sujet en soi. Donc après, la façon dont on le traite, là je vous ai pas montré non plus tous les messages qu'on s'échange avec Lucie en disant j'ai trouvé ça, on pourrait faire comme ça, j'ai trouvé ça, on pourrait faire comme ça. Donc on les tient au courant un peu tout le temps. C'est un processus de validation, d'aller-retour. Oui, voilà. Après, ça se fait pas mal à distance, de manière informelle. On n'est pas obligé de faire réunion sur réunion pour ça. Mais en revanche, oui, on se tient. C'est pas juste le message et après, on vous livre la page. Entre-temps, il y a quand même beaucoup de discussions, quoi. Non, et puis là, le sujet, c'était aussi de regarder les données et de voir si effectivement il y avait eu une baisse des vents en Europe. Parce que s'il n'y avait pas eu de baisse des vents, ça ne servait à rien de faire le sujet, quoi. Donc c'est vrai que du coup, on recherche les données, on traite les données, on essaie de les visualiser. Et puis s'il n'y a pas de sujet derrière, il n'y a pas de sujet, quoi. Mais là, en l'occurrence... Non, ça a été il fait a en été même fait temps, quoi. en même temps, ouais. On fait tout en même temps. Là, c'était juste une idée. Exactement, là, comme dit Tom, c'était aussi un travail d'exploration de données pour voir si cette intuition ou cette idée, je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'elle avait eu, Lucie, c'était un truc qui pouvait se vérifier dans les données ou pas, quoi. Donc il fallait d'abord faire tout le travail de données, puis après monter la page classiquement, quoi. Je pense une semaine à peu près, ouais. Depuis en l'occurrence, le traitement des données lui-même, ça a pris quasiment une journée complète. Hein, parce que, comme je vous disais, ça a pris 5 heures, donc fallait attendre toute la journée pour voir si effectivement il y avait quelque chose. Mais oui, au total, une semaine, je pense. L'un dans l'autre, une semaine. Après, on fait jamais que ça, on fait aussi plein d'autres trucs en même temps. Mais l'un dans l'autre, c'est la semaine quand même. Les données, vous avez récupérées dans une base publique. Comment ça se passe si vous n'avez pas accès à ce genre de données ou si elles ne sont pas publiques ? Là, on ne peut pas faire le sujet, je pense. Après, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, il y a des données qui peuvent être en open data sur des sites gouvernementaux, des institutions, etc. Donc, que ce soit sous des formats exploitables comme des fichiers Excel ou des CSV, ou bien des formats un peu plus complexes à analyser comme les fichiers NetCDF. Parfois, on peut aussi créer nous-mêmes les bases. Par exemple, tout à l'heure, on vous parlait des corneilles. Là, pour le coup, les données sont publiques puisqu'on peut voir sur un site internet toutes les observations de corneilles, etc. Mais il n'y a pas de fichier téléchargeable directement. Donc là, on fait ce qu'on appelle du scrapping, c'est-à-dire que du coup, on va extraire les données d'un site web pour les transformer en tableau de données en fait, derrière, à partir d'une liste sur une page web, quoi. Donc, mais si les données ne sont pas disponibles publiquement, que ce soit dans des fichiers ou accessibles avec du scrapping, dans ce cas-là... Après, on peut passer un petit coup de fil à Météo France sur un sujet comme ça pour voir. On ne sait jamais, ils ont peut-être des choses qu'ils peuvent nous donner. Mais l'idée, c'est quand même de trouver la base de données en open data, quoi. Ce qui était le cas. Si c'est bon pour vous, je vais laisser peut-être la parole à Delphine, du coup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis responsable du service cartographie au journal Le Monde et donc voici l'équipe. On l'a infographiée, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Et donc l'équipe, elle est constituée à la fois, je dirais, on la résume en 4 groupes. Il y a une partie de cette équipe qui sont des chercheurs, c'est-à-dire qui ont plutôt un bagage universitaire, un doctorat de géopolitique par exemple. On a trois personnes qui ont un doctorat. Et puis après, on a des gens qui sont issus de l'école Cartagéo, qui est aussi une de celles que vous avez faites en partie. Donc c'est nos cartographes. Et puis on a des gens qui viennent en illustration, qui peuvent être issus de l'école Estienne, par exemple. On a pas mal de gens de l'école Estienne. Et enfin, on a un développeur. Donc, bon, notre rêve, ce serait d'en avoir à peu près autant que des cartographes. Mais pour l'instant, on est dans un moment où... le passage au web n'est pas tout à fait saisi. C'est-à-dire que quand on propose des données, on n'imagine pas que le travail du développeur, enfin là vous l'avez absolument bien compris, que le travail du développeur il est déterminant pour animer les données et les rendre en fait attractifs pour vous et vous donner le sentiment tout de suite de pouvoir pénétrer l'infographie.
Voilà, donc ça, je fais un résumé. Moi, quand Jules m'a invité, il m'a dit, tu viens parler de ce que tu veux. Je fais, c'est vaste. Et en tout cas, ce qui a marqué ton année, alors il y avait 2 choses qui ont marqué l'année, c'était évidemment les élections, sauf que le Parisien l'a très bien fait, et donc ils se sont mis sur ce sujet-là. Et moi, je me suis dit, peut-être que comme on est Le Monde, ça serait pas mal qu'on vous raconte comment on cartographie la guerre en temps réel, à savoir comment, dans une rédaction, quand nous arrive un conflit comme depuis très longtemps, un pays passe une frontière, c'est-à-dire qu'on a cartographié beaucoup de conflits. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Jules, d'ailleurs, à une période et Dario, sur le Yémen, sur la Syrie, sur la Libye. Et là, on avait un mode une situation géopolitique, plutôt, pas un mode, une situation géopolitique qui était particulière, à savoir qu'un pays attaquait un autre pays. Et le 23 février, en tout cas dans la nuit du 24, on était très concentrés sur nos élections présidentielles. On pensait à nos cahiers, on pensait au format web que ça devait avoir. Et puis tout le monde dans la rédaction nous disait « mais non, mais t'inquiète pas, il passera jamais cette frontière ». Donc ça, c'est Sylvie Kaufmann qui me dit ça. Sylvie Kaufmann, c'est l'ancienne directrice du Monde, qui a été correspondante à Moscou, en Pologne, etc., qui connaît parfaitement la situation. Donc quand Sylvie Kaufmann me dit « ne t'inquiète pas, il ne passera pas cette frontière », je ne m'inquiète pas. Eh bien non, on est revenu pendant la nuit et on a commencé à cartographier ce qui a été l'ordre de bataille de Vladimir Poutine. Et donc ça c'est vraiment la carte qui a été réalisée en une nuit avec un rédacteur, entre autres une rédactrice qui est Nathalie Guibert, spécialiste des armées, qui elle a pensé les choses en disant qu'est-ce qui se passe dans les airs, qu'est-ce qui se passe sur mer, qu'est-ce qui se passe au niveau du cyberespace, etc. Et nous, en même temps qu'elle, on travaillait sur cette carte pour savoir comment est-ce qu'on cartographie un ordre de bataille. Et c'était pas simple parce que figurez-vous qu'en fait, il y a beaucoup de guerres qu'on a à cartographier ces derniers temps qui se passent par drone. Et quand on doit cartographier des avancées de territoire, on s'est reposé la question des pictos simplement. Comment est-ce que vous montrez une offensive, une contre-offensive, comment vous montrez une avancée de chars, etc. Comment vous créez du mouvement sur une carte alors qu'il n'y a pas alors que votre carte elle est statique. Et donc on a été tout simplement regarder le site de la BNF où vous pouvez télécharger des cartes anciennes, et on a été regarder les cartes de 1870, les cartes de 14, où il y avait des gens qui savaient cartographier la guerre sur le terrain. Donc on a un peu découvert, très honnêtement, l'Ukraine quelques heures avant vous. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, mais au fait, il y a des montagnes. Attends, les Carpates, c'est de quel côté? Ouais. Ah non, en fait, c'est plat, d'accord, ok. Ah, mais il y a vachement de fleuves, ah d'accord, des rivières et tout. Donc on prend connaissance du terrain quelques heures avant et on essaie de se débrouiller avec les informations qu'on a, qui peuvent être d'ordre satellitaire, qui peuvent être des informations qui sont remontées par des tweets, qui peuvent être remontés par des militaires, ou voilà. Enfin, et donc on commence à se mettre sur ce sujet, tout en sachant pas si ça va durer 3 jours ou si ça va durer 3 ans. Voilà, donc ça c'est le type de page qui sort dans le journal papier. Bon. Et puis, on accompagne de ça d'infographies où on réfléchit, en fait, quand on vous explique que ça se passe au sol, sur terre, sur mer, etc., c'est aussi important de montrer physiquement ce qui se passe. Et donc, on avait fait une proposition sur une carte qui ressemble un peu, sur une infographie qui ressemble un peu à ça, où on avait essayé de raconter pourquoi, en fait, les Russes ne tenaient pas le ciel. Parce qu'on s'est posé la question longtemps, pourquoi est-ce qu'ils avaient réussi à laisser au sol toute l'armée ukrainienne, mais ils ne possédaient pas le ciel. Donc on s'est posé la question, on a été la poser à des militaires. Il se trouve qu'on a compris l'histoire des drones, etc., ce dont vous avez entendu parler. Et donc on a utilisé l'outil du dessin pour rendre plus clair des situations où en carte, on ne comprenait pas les choses. Donc souvent, ces infographies, elles se trouvent en dessous de certaines cartes.
Et puis, comme cette guerre s'est poursuivie, on s'est posé la question des échelles, à savoir qu'en cartographie, on ne comprend pas la même chose quand on est à une échelle continentale qu'on est à une échelle nationale ou à une échelle locale. Et on a la chance dans cette rédaction du Monde, en tout cas c'est assez important en termes de données, c'est d'avoir une rédaction qui a envoyé sur ce conflit-là 4 personnes en permanence sur le terrain. C'est énorme en fait pour une seule rédaction d'envoyer 4 journalistes qui vont être sur place et qui sont accompagnés de 4 photographes. Et quand ces gens, parce qu'ils tournent à peu près toutes les 3 semaines, entre 3 semaines et 5 semaines, ils restent sur le terrain, quand ils reviennent à la rédaction, en fait, ils nous racontent ce qu'ils ont vu sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que ça valide ou ça invalide les données qu'on peut avoir sur des sites internet qui nous font remonter de la donnée. Et c'est qu'il faut que je m'arrête. Non, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une musique. Non, donc c'est une remontée d'informations qui est précieuse pour nous, puisqu'on a à peu près 8 personnes qui viennent nous voir tous les 15 jours pour nous raconter tiens, là j'ai vu des choses qui étaient intéressantes, ou moi je pose la question de qu'est-ce que tu as vu sur le terrain, comment ça se passe, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que c'est intéressant. Et donc on a cet aspect-là. Et pour que vous saisissiez l'importance, pour nous en tout cas, pour nous cartographes au Journal Le Monde, l'Ukraine c'est un tournant. C'est un tournant dans la cartographie. Parce que contrairement à la Syrie ou au Yémen, où on a passé beaucoup de temps à expliquer quels étaient les acteurs sur le terrain. C'était une guerre qui était compliquée, la Syrie, si vous vous souvenez. On découvre qu'il y a des populations musulmanes qui sont chiites, qui sont sunnites. On découvre qu'il y a un nouvel acteur qui s'appelle l'organisation État islamique. On découvre qu'il y a des Kurdes qui sont sur 4 pays. Et donc on a passé du temps, nous, en tant que journalistes cartographes, à expliquer quels étaient les acteurs de terrain. Sur l'Ukraine, c'est facile. Voilà, vous avez la Russie, vous avez l'Ukraine et vous avez l'OTAN. Déjà, ça rappelle les souvenirs de la guerre froide. Et c'est pas pour rien qu'on a utilisé les couleurs, même si on a descendu la couleur de la Russie pour pas lui donner l'aspect du rouge du URSS. Mais dans le discours de Vladimir Poutine, il y a quand même une opposition à l'Occident qui est prononcée, répétée, etc. Donc on a gardé ce jeu de couleurs-là. Donc c'est un tournant. Pourquoi ? Parce qu'on est en Europe, que ce terrain est très accessible. C'est pas le Mali. Si vous allez, quand on a un rédacteur qui va au Mali, il y a une piste. Il y va, on y a un risque d'enlèvement, on rigole pas avec ça. Et c'est pas l'Ukraine où vous avez des centaines de rédactions internationales qui sont sur le terrain. Et il y a plusieurs façons d'y entrer. Vous pouvez rentrer par la Pologne, vous pouvez rentrer par la Roumanie. Donc vous pouvez pas rentrer par le nord, par le sud. Donc c'est une couverture qui est très dense. Et puis il y a eu un autre phénomène qui est que Internet était extrêmement présent sur le territoire ukrainien. Il y avait une très grande couverture. Il y avait une couverture sur la Syrie, mais ce n'était pas du tout aussi développé 10 ans auparavant qu'aujourd'hui. Et surtout, Internet a tenu. Ça veut dire qu'on a pu travailler avec des traces numériques. Et ça, c'était aussi précieux parce que ça veut dire que vous aviez une autre source d'information massive qui pouvait nous permettre aussi de rendre compte de ce qui se passait sur le territoire. Alors, j'ai pris un exemple pour vous raconter un peu à votre manière, alors vous allez voir, nous c'est moins beau, comment est-ce qu'on fait une carte locale. Donc on s'est dit qu'à un moment de la guerre, on sait Mykolaïev, qui est une ville. Donc quand voilà, on commence comme ça, on nous dit tiens, enfin c'est pas on nous dit, c'est qu'on avait des rédacteurs qui étaient sur le terrain, qui revenaient de Mykolaïev, qui étaient près d'Odessa. Il se passait rien à Odessa, ils étaient restés un bout de temps parce que tout le monde pensait que ça allait se passer à Odessa, et puis il se passait rien à Odessa. Donc ils ont fini par avancer sur le front. Ils se sont arrêtés à Mykolaïev, et quand ils sont revenus, les textes qu'ils racontaient, c'était des textes qui étaient très géographiques. Et sauf qu'on n'avait pas fait de carte. Donc on leur a dit viens dans le bureau, viens nous raconter qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as fait, comment ça se passe. Donc on a regardé, avant qu'ils arrivent, où se trouvait Mykolaïev, histoire d'avoir l'air pertinent. Et donc voilà, donc si vous resituez les choses, maintenant tout le monde connaît parfaitement l'Ukraine mieux que la carte météo de la France, avec la Crimée ici, et puis vous avez Odessa ici, et Mykolaïev qui est une espèce de nœud entre toute cette partie-là qui est occupée,
et cette partie-là qui est la route qui peut mener vers Odessa, et donc qui pourrait fermer en quelque sorte la mer Noire. Alors voilà, ça c'est nos locaux. On a des beaux locaux aussi, nous. Hein, vous, c'est vraiment beau, mais nous aussi, on a des... Donc voilà, ça, c'est nos locaux, c'est l'équipe. Et puis, vous avez Emmanuel Gritzpan, qui était l'un des premiers rédacteurs qui est au service international, à aller sur le terrain pour... c'est lui, ça a été le premier, avec Laurence Jay. Ils sont partis tout de suite, justement, dans cette région d'Odessa. Donc, lui, il revient. Et là, tout notre jeu, c'est de poser des questions archi naïves. Parce que quand vous parlez à un rédacteur, en fait, le rédacteur, il n'a pas une carte dans la tête, c'est pas son métier. Et donc, au début, à chaque fois, il arrive, il dit mais non, mais moi, j'ai rien à te dire, je sais pas, tu vois. Pareil pour le photographe, il me dit bah moi, je peux te donner la géolocalisation de mes photos, mais je peux pas te dire autre chose. Et donc, en fait, on commence à parler avec eux et on commence à leur dire, par exemple, dis-nous où vous êtes descendu, où vous avez dormi, où vous avez mangé. Est-ce que cette route-là, par exemple, que vous avez prise, vous l'avez empruntée ou vous l'avez pas empruntée? Non, on l'a pas empruntée parce qu'on avait peur. Pourquoi vous aviez peur? Parce qu'on nous a dit qu'il y avait des Russes au bout. Ah bon, il y avait des Russes au bout? Oui, on savait, puisqu'il y a eu des tas d'Ukrainiens qui ont fait demi-tour et qui sont revenus. Donc ça, on savait que c'était une route qui était dangereuse pour des journalistes occidentaux qui n'étaient pas accrédités côté russe. Et donc, ils sont revenus, ils nous racontent des histoires de territoire, ils nous racontent qu'ils ont été boire du vin ici, mais que dans cette zone-là, il y avait pas très loin une usine qui a été visée. Donc on sait des choses qui nous permettent, par rapport à des données à des données qu'on retrouve et qui sont issues d'universités qui récupèrent des données locales. Alors vous avez plusieurs sites. LiveMap, par exemple, c'est la population locale qui donne des informations. C'est un site participatif et vous pouvez dire ça, cette route-là, elle est empruntée, etc. Il se trouve que sur LiveMap, on l'a souvent utilisé pour certains conflits. Et on s'est aperçu sur notre terrain, par exemple, on avait Emmanuel qui était dans le sud, on avait Rémi Ourdan qui était dans le nord, et Rémi Ourdan nous disait que LiveMap était fiable dans le nord, et Emmanuel nous disait non, LiveMap dans le sud, c'est pas fiable. Donc ça veut dire aussi que d'avoir quelqu'un sur le terrain, ça nous permet à un moment donné de choisir quel est le bon site de référence, et les sites de référence auxquels on a plutôt confiance, parfois ils sont plus fiables dans certaines parties du pays que dans d'autres. Donc ça, c'est précieux d'avoir quelqu'un sur le terrain pour nous dire cette route-là, elle était, pour eux, elle n'était pas praticable, et sur LiveMap, elle était praticable. Donc on savait qu'il y avait des choses comme ça qui nous ont permis de descendre à des échelles très précises, quoi. Et puis en parallèle de ça, on a travaillé avec... on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Masae Analytics, sur laquelle on a pu récupérer des images satellites, ou plutôt des radars. La différence entre les deux, c'est que quand vous avez des images satellites, des fois, quand c'est nuageux, vous n'avez pas toute l'information. Et puis quand c'est des images Ratel, entre autres Sentinel 1A, on a la capacité de pouvoir voir ce qui se passe au sol. Et ces images radar, elles renvoient des bruits, si vous voulez, et ça crée des situations où on peut voir des images par rapport à une image qui serait l'image précédente, puis l'image passée, on arrive à voir si des zones ont été endommagées. Donc, eux, ils font cette analyse-là. C'est important de les avoir comme filtre, parce que nous, on ne serait pas capable de le faire. Tout simplement parce que si vous avez une image qui a été prise à l'automne et que toutes les feuilles des arbres sont tombées, en fait, ça renvoie pas le même bruit, ça renvoie pas le même son. Et donc, par conséquent, vous pouvez avoir l'idée que en fait, ça a été endommagé. Or, ça n'a pas du tout été endommagé, c'est simplement qu'il y a eu des feuilles qui sont tombées entre les deux. Donc, c'est important d'avoir le filtre pour nous de cette entreprise-là. Qui nous donne des images qui ne sont pas celles de Maxar. Maxar, c'est souvent les images satellites que les journalistes utilisent. Nous, ça nous donne... en fait, Maxar nous fournit des données, alors que chez Masae, je commande. Je dis, je voudrais Mykolaïev, je voudrais... donc, je ne dépends pas de ce qu'ils choisissent de nous donner. Donc ça, c'est un des intérêts. Et une fois qu'on nous les a donnés, voilà, nous, on a repéré toutes les zones endommagées. C'est ce qu'on a entouré avec un petit cercle jaune et qui apparaît sur la carte de cette manière-là pour que vous puissiez la lire sans vous poser de questions. Et donc, c'est toutes les zones qui ont été impactées touchées
touchés par des bombardements dans cette ville. Voilà. Ensuite, nous, on a une façon de construire nos légendes qui est un petit peu notre marque de fabrique au journal, à savoir qu'on construit des légendes un peu longues, toujours avec 3 petits points de suspension, qui doivent vous permettre, si vous n'avez pas envie de lire la carte, de comprendre l'essentiel de ce qu'on voulait pointer. Et ce document-là, ça c'est le document que les chercheurs, donc je vous ai dit, le premier groupe issus souvent de la géographie ou de la géopolitique, fournissent à nos cartographes. Ouais, c'est ça que vous n'avez pas dans les mains, heureusement. Et puis on commence à tracer sur des choses qui ne sont pas belles du tout, parce que nos chercheurs, ils ne savent pas cartographier, donc ils cartographient avec leur feutre. Et puis après, ensuite, ça devient ça. Voilà. Alors avec une critique énorme qui est que si, ça je vous le dis parce que j'étais très fâchée, donc moi j'ai pas la maîtrise de tout, donc j'ai cartographié Mykolaïev, vous avez vu le travail que ça a été, et puis ils ont titré Kiev parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour titrer autre chose au lieu de dire l'Ukraine ou machin, etc. Donc ils ont titré Kiev et je leur dis mais enfin c'est pas Kiev que j'ai cartographié en dessous, pourquoi vous mettez un titre avec Kiev? Et ça, c'est la magie ou pas de la maquette qu'on connaît tous, des mauvaises surprises. Donc quand je vous racontais, j'ai encore 1 minute ou pas? Ou j'ai déjà dépassé, je sais pas. Quand je vous disais qu'on a cartographié avec les images satellites un certain nombre de choses, c'est par exemple Mariupol. Ça, c'était intéressant parce que c'est un moment où dans la guerre, en fait, aucun journaliste n'a la possibilité d'aller sur le territoire et qu'on essaie de faire la démonstration que... en France, il y a un discours qui monte en disant mais non, mais en fait, toutes les cibles visées par les Russes sont des cibles qui ne touchent pas les civils. Et qui touche uniquement des bâtiments stratégiques. On a travaillé avec de nouveau ces images issues des radars et on fait la démonstration que en fait, toutes les zones mouchetées sont des zones qui ont eu un impact. Ça ne veut pas dire que le bâtiment est détruit, c'est-à-dire qu'il est endommagé. Et en jaune, on a mis les bâtiments stratégiques. Ou connus comme stratégiques, et en rouge, c'est toutes les zones civiles, comme le théâtre, etc. Et on voit que, globalement, il y a eu quelques dommages collatéraux si ce n'était que des cibles militaires qui étaient choisies par l'armée russe. Ça, c'est le format web qu'on a fait. Alors, je suis désolée, je peux pas le... j'ai pas accès à Internet, donc je vous l'ai fait un peu en slide. Mais voilà, ça c'est ce qui sort quand on fait un grand format. C'est la même chose que ce que vous venez de voir à l'écran, mais normalement ça se déroule. Et voilà, et ça fait un grand format. Et puis après, je vous ai présenté d'autres cartes. On a traité la mer Noire, on a traité de l'agriculture. Voilà, on a couvert à la fois sur beaucoup de thématiques. Je pense qu'on a sorti quelque chose comme... Depuis 9 mois, je crois qu'on a calculé à peu près 200 cartes sur l'Ukraine, qu'elles soient à différentes échelles, qu'elles soient sur différents contextes. L'enjeu de l'eau, l'enjeu de l'arrivée de l'hiver, l'enjeu des ressources agricoles, l'enjeu de la mer Noire. Voilà. On a essayé de penser des sujets qui nous semblaient pertinents en cartes. Et à tel point que pour la première fois dans le journal, on a eu un live carto. Donc si vous allez dans le monde, il y a un truc qui s'appelle maintenant les cartes dans le live de l'Ukraine. Et on y retrouve toute la série de cartes qu'on a produites. Enfin, en tout cas, pas toutes, mais une grosse partie de la série de cartes produites. Donc ça, c'était plutôt chouette. C'est le site web qui nous a mis cet espace à disposition. Là, c'est une participation des décodeurs que je trouve intéressante parce qu'elle a. Donc, là, c'est un autre service qui fait aussi de la carto et qui a créé voilà, vous pouvez appuyer dessus normalement et puis ça montre l'évolution des combats. Et alors, ils ont fait un truc qui est assez génial, c'est qu'ils ont fabriqué une carte qui est visible aussi par les daltoniens. Merci, j'arrive pas à trouver le nom. Et comme on reçoit à peu près très régulièrement des courriers de daltoniens qui ne voient pas nos couleurs, c'était intéressant de se poser la question de comment on fabrique une carte pour des gens qui ont envie de voir les choses visuellement, mais voilà, ça touche surtout les hommes, mais c'est quand même entre 7 et 12% de la population, donc c'est pas à négliger pour nos infographies.
Et voilà. Et il se trouve qu'à la fin des fins, tout ça a été réuni dans un atlas qu'on a fait et qui est sorti il y a 15 jours, où on a réussi à réunir des textes un peu stratégiques, enfin on va dire des textes qui sont assez marquants, qui ont été faits par les rédacteurs, et puis une série de cartes qui nous permettent, enfin voilà, ça offre un outil géopolitique pour essayer de saisir cette espèce de tournant international, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je finis là-dessus parce que c'était le 24 février, on était en train de boucler notre hors-série qui s'appelle Le Monde en 40 cartes et qui réunit en gros les grands moments géopolitiques qu'on a pu cartographier dans l'année. Et on a cartographié l'enjeu, le 23, c'était le face-à-face États-Unis-Chine dans l'Indo-Pacifique. Et donc, on s'était dit que la couve, ça serait ça. Et puis, arrive l'enjeu arrive ce passage de frontière, voilà, la Russie qui passe cette frontière-là. Et on se dit, non, en fait, l'enjeu, il est européen. Donc, on n'a pas tranché. Dans la nuit, on a fait les deux, à savoir une couverture de ce côté-là, une couverture de ce côté-là, sachant qu'on ne savait pas si ça allait durer 3 jours ou 3 ans. Voilà, je vous remercie. Est-ce que c'est plus intéressant qu'on prenne les questions à la fin? Peut-être comme ça, Ouais, on fait un truc global comme ça, non? On reste dans le sujet. Alors allez-y, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Comment il s'appelle, sur quel logiciel vous faites vos cartographies, voire même vos infographies aussi chez vous? Les logiciels, c'est... Pardon. Alors, combien de logiciels et quel logiciel surtout, si vous en avez alors, combien de logiciels attends, je vais laisser passer les cartos parce que eux ils sont. Je pense qu'on utilise de toute façon tous à peu on près utilise les mêmes, oui. Mais il y a des logiciels de création graphique qui peuvent faire les infographies et les cartes. Ça, c'est la suite Adobe, c'est Adobe Illustrator en gros. Après, il y a des logiciels spécifiques pour la cartographie. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Ça s'appelle des SIG, Système d'information géographique. C'est voilà, pour faire de la cartographie spécifiquement. C'est le même concept de ce qu'il y a dans le GPS, quoi. C'est des couches qui sont géoréférencées, un peu comme Google Maps, quoi, mais qu'on peut éditer, quoi. Et sachant que Victor aussi, en plus des logiciels, que je vais laisser parler, mais qui est data journaliste et aussi cartographe au Parisien, utilise aussi R, qui est un langage et qui permet de développer aussi des visualisations en dehors de logiciels, qui paraît programmer l'apparition d'éléments visuels, en fait. Et ça, c'est assez extraordinaire. J'en parlerai tout à l'heure. C'est moi? C'est bon. Ouais, non, j'en parlerai tout à l'heure, en effet, mais il y a un langage que je m'en voudrais de pas citer, mais il y a Python qui permet aussi de faire ce genre de choses, moins bien que R, moins bien que le JavaScript et moins bien que les SIG, mais néanmoins, ça existe. Voilà. Ok, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Dario Ingiusto, je travaille pour le magazine L'Express. Je vous prie de m'excuser, vous devez tendre l'oreille pour déchiffrer mon accent transalpin. Je travaille à l'Express. L'Express, c'est en 2 mots pour rappel, c'est un hebdomadaire généraliste qui sort depuis 1953. Donc ça a une longue histoire, ça a été fondé dans les années 50 par François Gioux et Jean-Jacques Servan-Schreiber. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est une histoire qui est longue, qui a traité les grands événements. C'était à l'époque l'un des magazines les plus lus en France. J'ai trouvé dans les archives les couves de mai 68, etc. Et il est sympa de montrer que l'infographie, la cartographie existait déjà et occupait une place importante à l'époque. Là, j'ai trouvé une carte ce matin en 1967 sur la Zambie. Donc, j'imagine même pas comment ils ont pu réaliser ça parce que, en fait, nous travaillons sur des outils informatiques et la cartographie en particulier a connu une espèce de révolution technique à l'aube des années 1990, ce qui fait que moi, j'ai connu des cartographes à l'ancienne. Ils m'ont expliqué un peu comment était leur travail. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un peu la même chose d'imprimer avec une imprimante qu'on a chez nous et l'impression de Gutenberg, quoi. C'est à peu près ça la différence de travail. Donc une carte comme ça, j'ai connu une collègue qui me disait pour une carte comme ça, ça prend 1 mois sans faire aucune erreur.
parce qu'après il faut tout refaire. Voilà, c'est en couleur, c'est encore pire parce qu'on a les différentes couches, du rouge, du jaune, du bleu, etc. Donc bon, je vous passe les détails, mais c'est pour vous dire que la cartographie explose maintenant parce qu'on est un peu dans un âge d'or de ce métier et cette table ronde en est un peu l'illustration. Aussi parce qu'il y a une révolution technique qui est derrière qui nous permet de faire beaucoup plus facilement des choses et parfois même sans coder. Donc on peut essayer d'arriver à faire des choses à peu près sympas, mais les matériaux qu'on a derrière nous aident beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'Express aujourd'hui? C'est toujours un hebdomadaire qui est un peu la vitrine. La presse imprimée continue d'exister malgré la baisse du nombre de kiosques, malgré le Covid, malgré la révolution numérique, les téléphones et tout. La direction de l'Express maintient le pari d'imprimer le journal. C'est un peu une vitrine désormais, la presse imprimée. Je pense que les quotidiens sont un peu dans ce cas de figure. Mais en tout cas, dans notre rédaction, nous ne sommes pas dans une lutte, l'impression contre la rédaction numérique. Les deux sont désormais assez bien intégrés. Je ne vais pas dire totalement parce que je pense qu'aucun journal n'a totalement fait l'impasse sur cette dichotomie entre le web et le print. Mais en tout cas, c'est de plus en plus intégré. Donc le site est pourvoyeur de trafic, mais le magazine imprimé reste, la plupart de nos lecteurs restent affectionnés au papier. Nous avons aussi développé des applis, un podcast qui fonctionne très bien, une cellule vidéo, etc. Et dans tout cela, l'Express a refait, comme les journaux le font régulièrement, a refait la maquette, a refait une formule du magazine en janvier 2020, juste avant la crise du Covid. Cette nouvelle maquette, cette nouvelle formule graphique du journal est inspirée de certains magazines anglo-saxons, notamment The Economist, et se caractérise par une structure qui est un peu plus austère. Il y a beaucoup plus de textes. Les textes sont écrits de façon plus petite. Il y a moins de photos pleine page. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, Paris Match ou des grands magazines avec une grande photo, etc. Ça, on a réduit. Les photos sont réduites, etc. Et pour en venir à l'illustration de comment on illustre le texte, comment on l'accompagne, le choix a été fait de diviser en 3 le quota des visuels dans les 3 grandes familles qui composent les visuels dans les journaux. Donc les visuels dans les journaux, qu'est-ce que c'est? C'est l'illustration. Donc là, on a un dessinateur à qui on pitch l'article. Par exemple, là, c'est les guerres secrètes des espions français, un dossier sur les services secrets français et leurs relations au monde, l'état des lieux. Donc on commande un illustrateur de faire une illustration là-dessus. Il nous faut pas mal de propositions et on en valide. Ça, c'est une illustration. Donc c'est vraiment une professionnalité à part, un illustrateur. Donc on a un tiers d'illustration, un tiers de photographie, évidemment, et s'y prête, évidemment, quand le sujet est assez personnalisé, comme dans ce cas, celui d'Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner russe. Et un tiers, qui nous concerne un peu plus, c'est l'infographie. Donc on a donné un espace, on essaye de varier entre les numéros et les sujets, évidemment, mais en principe, chaque numéro est composé d'un tiers d'infographie, un tiers d'illustration, un tiers de photographie. À l'issue de la conférence de rédaction, une fois par semaine, tous les journalistes évoquent leur sujet. Moi, je vais parler de ça, mon article va parler de ça, il est long, 1 page, 2 pages, 3 pages. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner cet article? Si ça s'y prête, si les journalistes ont des données, ils nous passent un petit coup de fil ou un mail ou un message comme celui de Jules tout à l'heure. On a un sujet qui s'y prêterait à une infographie et on va travailler ensemble. Il faut savoir que moi, je suis un peu plus pénible que les autres deux versants, l'illustration et la photo, parce que moi, j'ai besoin de données en amont, parce qu'il y a une réflexion sur... S'il n'y a pas les données, il faut les chercher, il faut les traiter, il faut savoir comment les visualiser, quelle page on va prendre. Je suis un peu plus compliqué que la photo de Prigojine. On va mettre une photo de Prigojine. Il y a 10 photos qui existent, celle-là, très bien. Voilà. Effectivement, on a un temps de travail qui est un peu allongé et parfois, du coup, on toque à la porte des services avant. Toi, tu vas faire quoi la semaine prochaine? Voilà. Et donc, c'est bien quand on le sait un peu à l'avance. Et par exemple, le travail sur l'éolien qu'ils nous ont monté tout à l'heure, 1 semaine, c'est déjà assez peu, je trouve. Vous avez été très rapide. Donc l'infographie, dans ce cas-là, par exemple, un dossier sur EDF, le journaliste dit, moi, je vais parler on a un dossier, plusieurs pages sur EDF, on va faire une infographie sur les participations du groupe EDF. Donc l'infographie s'intègre dans le schéma du journal
et accompagne les textes. On est des bons copains, comme Jules le disait tout à l'heure. Et on fait, si on peut, des cartes, parce que moi je suis cartographe de formation et ce que je préfère faire, c'est pas tellement ça, mais plutôt ça. Donc j'essaie de mettre des cartes partout où c'est possible, pourvu que ça ait un sens, parce que si c'est juste de localiser des données, parfois ça m'arrive de refuser des cartes, parce que en fait, beaucoup de rédacteurs, enfin certains rédacteurs nous demandent des cartes parce que ça fait joli. La carte est un objet qui fascine. Ça c'est indéniable, ça fait partie aussi du choix que j'ai fait de mon métier. C'est un bel objet. Quand vous voyez une carte, vous dites waouh, d'abord c'est beau, et ensuite qu'est-ce que ça va me dire? Donc la composante esthétique est importante, c'est un objet qui fascine, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de faire une carte pour faire une carte. Donc il faut que ça ait du sens. Là, effectivement, on a la moitié du parc nucléaire qui est à l'arrêt, mais il faut savoir où sont les réacteurs, quels réacteurs sont fermés. Une carte a du sens, pas toujours. Donc l'infographie de l'Express s'intègre avec les textes. Ça, c'est une petite carte sur Taïwan. Vous voyez que même si là, on est sur un format assez petit, là, ça fait 6 cm par 8, en gros. C'est un format assez petit. Je vous ai mis la carte en grand. Je m'applique un peu à faire des cartes un peu poussées. Là, c'est pas très rapide à faire parce qu'on a une carte. Il faut situer ces petites îles qui font toujours partie de Taïwan, même si elles sont juste en face de la Chine. Donc c'est un sujet qui m'a passionné. Je préfère investir un peu plus de temps dans ça, sachant que par ailleurs, on a des infographies beaucoup plus simples à réaliser, comme des histogrammes, etc. Mais ça, c'est un peu mon versant cartographie qui prend le relais. Ça, c'était le contenu du magazine. Dans cette formule, commencée début 2020, a été choisi de donner une page entière à l'infographie. C'est la page qu'on a appelée Sonar. On a aussi le périscope, donc on est un peu dans un univers un peu sous l'eau, parce que ça évoque bien notre processus de travail. La page Sonar, c'est une page que nous gérons en infographie totalement un peu de A à Z. Et on est créatif et assez libre de monter ce qu'on veut à partir du choix du sujet, l'international, l'économie, etc., les données qui nous présentent et comment le traiter graphiquement également. Donc on est on est très très libre là-dessus, on a cette chance-là. Et à nouveau, nous avons un parti pris à l'Express, c'est de faire de cette page un peu la vitrine visuelle. C'est-à-dire que là, vous avez 2 histogrammes sur le salaire minimum européen. Est-ce que ça existe par chaque pays? Combien c'est le salaire minimum au Luxembourg, en France, en Allemagne? Et à parité de pouvoir d'achat. Ça, ce sont des infos que vous trouvez sur le site d'Eurostat avec 2 histogrammes très simples. Pourquoi on a choisi de le visualiser de cette façon qui est plus compliquée à lire? Parce qu'il y a un côté esthétique, d'attirer l'œil, de montrer aussi que les infographies peuvent évoluer techniquement et visuellement. Il y a un peu un travail de recherche graphique, d'aiguiser l'œil, d'attirer les lecteurs. Parfois, on met un petit encarté comment lire ce graphique, parce qu'on est conscient que ça prend un peu plus de temps que le camembert et l'histogramme classique. Mais on veut aussi entraîner un peu l'œil à des formes visuelles différentes. L'infographie, nous ne sommes pas le parent pauvre du journal. Au contraire, on peut visualiser des choses différentes. Là, par exemple, vous avez un peu le même système de grille que vous évoquez, Jules, pour la carte. Nous l'avons fait par un calendrier des tirs de missiles coréens. Là, ce sont toutes les années depuis 1984 à 2022, janvier, février, mars, etc. Quand est-ce qu'ils ont tiré les missiles nord-coréens? Et vous avez tout de suite une nette augmentation sous l'actuel dirigeant Kim Jong-un. On a accompagné ça d'une carte parce que je vous ai déjà dit que j'aime bien. Le sonar traite de tous les sujets. Donc, on parle de l'international. C'est un peu mon domaine de prédilection parce que j'ai fait des études là-dessus. Les sciences, moi, j'y connais rien, mais les rédacteurs me donnent un coup de main. Donc, avec le Covid, évidemment, ça a été un sujet qui a été ultra traité. Mais on se permet aussi des pas de côté, puisque c'est une rubrique qui n'est pas interne à une section fixe. La page vit un peu tout seul, ce qui nous permet aussi d'être libre de ce point de vue-là et de faire des thématiques un peu plus décalées. Là, par exemple, on a choisi le tour du monde des opéras. Nous avons trouvé une base de données sur toutes les pièces d'opéra les plus jouées au monde, dans quel théâtre, quel compositeur est le plus joué, quelle œuvre est la plus jouée, représentée. Ça fait une forme visuelle qui est, on espère, graphiquement attrayante, mais ça nous permet aussi de mettre un sujet qui n'est pas du tout en lien avec l'actualité. Là, c'est une base de données sur les 3 ans d'avant.
L'opéra, c'est un peu intemporel comme sujet. Il n'y avait pas une actualité opéra cette semaine-là. On l'a joué parce que on se permet, c'est un hebdomadaire aussi, d'être un peu sur le temps long, sur la réflexion. Et là, pareil, on a fait une analyse data d'images satellitaires. De quelle couleur est la France? On a pris 16 clichés de paysages français, Bora Bora, l'île de Quiberon, et analysant les couleurs, ça fait des camemberts de couleurs. Ce sont des sujets un peu décalés, pas forcément en lien avec l'actualité. Même si, évidemment, on est à disposition de la rédaction et quand on doit parler, il y a 10 pages sur l'économie chinoise, on se met au service et on fait une bataille de graphiques sur l'économie chinoise, etc. Mais sinon, on est assez libre de faire ce qu'on veut. Au moment des élections municipales, connaissez-vous votre maire sortant? Un portrait robot de ces maires sortants, est-ce qu'il se représente? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Quel travail il fait? Combien d'habitants administre-t-il? Et ça fait une forme visuelle qui, je l'accorde, n'est pas immédiatement simple à lire, mais je vous défie, ce n'est pas plus long à lire qu'un texte. En fait, un article de 2 pages, vous allez le lire en plus de temps qu'une fois que vous avez compris le principe de cette infographie-là. Ce n'est pas pour vendre mon travail, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a des formes graphiques aujourd'hui, encore une fois, la technologie nous aide, qui peuvent être différentes, un peu aller dans le sens où on amène un peu le lecteur par la main et lui montrer des infographies un peu plus poussées. L'infographie est aujourd'hui, pour moi, l'un des moyens les plus utiles pour un média de traiter l'un des sujets les plus importants du moment, c'est les enjeux environnementaux. Je trouve que l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec la carte des vents le montre bien. Il y a une disponibilité de données absolument faramineuses, mais ce sont aussi des sujets éminemment géographiques, éminemment territorialisés, et qui on peut montrer avec des cartes et des graphiques toute l'urgence de la crise climatique par plein d'objets. Donc je pense que dans l'avenir, c'est l'un des axes où l'infographie sera le plus portée. L'Express a une grande composante, une attention vers l'international, que nous exprimons évidemment depuis le début de l'année sur la guerre en Ukraine également. Et parfois, on s'accorde dans cette page, puisque nous sommes un hebdomadaire, c'est un journal qui se lit avec un peu de temps, ce n'est pas un quotidien, on ne suit pas l'actualité du jour, mais plutôt du court terme, moyen terme. On n'est pas dans le très court terme. On a un défi intéressant, c'est celui que nous faisons la conférence de rédaction le mardi, et nous sortons en kiosque le jeudi suivant. Est-ce que ce sujet-là dont on parle aujourd'hui, par exemple, je dis Cyril Hanouna, la Coupe du Monde de foot, sera actuel jeudi prochain? C'est un peu tout le pays de tous les journalistes. Ce n'est pas très évident à premier abord de savoir que, par exemple, il y a la reconquête de Kherson ukrainienne que tout le monde attend depuis 2 mois. Ça a eu lieu, mais en fait, au bout de 3 jours, l'actualité a été remplacée par d'autres. Et cette info que tout le monde se préparait à couvrir d'une manière ou d'une autre a été remplacée rapidement. Donc, dans 10 jours, est-ce qu'on en parle encore? Est-ce qu'on sera encore sur le sujet? Parfois, on s'accorde du coup un pas de côté, de traiter le sujet avec un angle un peu plus long et de le traiter un peu plus sur le temps long. Cette carte-là n'a pas été réalisée dans la nuit du 23 au 24 comme au journal Le Monde, mais ça a été réalisé 1 mois et demi plus tard, quand on a des chiffres assez arrêtés sur le nombre d'Ukrainiens qui ont fui, quand le front s'est relativement stabilisé, quand nous avons des données sur les réfugiés à l'intérieur du pays. Voilà, on a préféré ne pas courir parce que nous n'avons pas les mêmes exigences non plus. Le Monde, ils doivent le sortir tous les matins et avoir une information de très haute qualité. Nous, on peut se permettre d'attendre un petit peu et traiter le sujet avec un petit pas de côté, même si au final, on puise dans les mêmes sources, on puise dans les mêmes données. Et nous avons tout simplement une temporalité qui est différente et pas les mêmes ressources, j'ai envie de dire. Par exemple, on a consacré un dispositif spécial à l'Ukraine que 6 mois plus tard. C'était aussi une date importante parce que ça marquait les 6 mois depuis le début de la guerre, c'était le 24 août. Et ça tombe exactement le jour de l'indépendance ukrainienne. Et dans ce dispositif-là, nous avons repris une carte d'Ukraine sur 2 pages pour montrer déjà la géographie ukrainienne, ce que tout le monde, comme a dit Delphine, connaît un peu mieux maintenant, mais aussi pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé depuis le début.
sur une seule carte. C'est un exercice un peu de synthèse qui est évidemment un peu différent de l'analyse très précise et qui nous a montré Delphine tout à l'heure sur la ville de Mykolaïev. Nous réalisons aussi des cartes plus simples dans l'Express. Je vous ai montré celle de Taïwan tout à l'heure. Ce sont des cartes de situation qui font la taille, une taille plus réduite, qu'on doit réaliser rapidement, pour les exigences du site web notamment, qui lui est sous le feu de l'actualité en continu. Donc ce sont des cartes de situation assez petites, qui s'intègrent encore une fois dans le flux du journal. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, là, cette page, on était au début de la contestation à Lyon. Le service technique qui s'occupe de mettre en page le journal avait décidé de faire une grande carte sur Lyon. Je me suis opposé parce que je trouvais d'une part que les photos étaient beaucoup plus percutantes et parlantes, et d'autre part parce que nous avions un manque de données. Comme disait Delphine, c'est un peu le nerf de la guerre. Il y a des pays où c'est plus difficile. On a moins de données. À ce moment-là, j'avais uniquement un site collaboratif où des protestataires en Lyon recensent les villes où il se sont passées des choses. Donc il faut quelqu'un qui parle farsi, qui connaît bien le terrain, qui puisse vérifier ces vidéos, qui puisse vérifier qu'il y a des manifestations dans cette ville. Il y a toute une chaîne de vérification qui se termine par la traduction du journalisme à la base. Le texte, les photos, les infographies, on suit le même processus, qui est celui de vérifier les sources. Dans ce cas, on a juste une carte collaborative qui nous poste des liens vers des vidéos TikTok, etc. Donc, c'est un peu pour faire une carte qui mérite une place plus importante. Et évidemment, les photos ont une importance majeure. On en a discuté tous ensemble, l'iconographe, le cartographe, la direction, le plateau technique, et on a choisi de réduire la carte à une simple localisation des points pour montrer qu'à peu près partout dans le pays, il y a des contestations, des manifestations, mais nous avons donné la place la plus importante visuelle à la photographie. Donc, il faut savoir rester humble. L'infographie et la cartographie s'intègrent dans une famille qui est plus grande, celle du journal, et on va tous dans le même sens. Et quand on n'a pas grand-chose à prétendre, on reste un peu à notre place. Je touche un mot sur les réseaux sociaux, puisque ça a été déjà évoqué par Jules tout à l'heure. On a un potentiel de cartographie sur les réseaux sociaux qui est assez intéressant. Pour des contraintes de ressources et de techniques, nous faisons très peu d'infographies interactives. Qu'est-ce que ce sont les infographies interactives? Ce sont des infographies où vous interagissez avec le visuel, c'est-à-dire vous faites quelque chose. Vous cliquez sur un pays, sur un bouton, vous saisissez un texte, vous faites une action qui sera répercutée, ils vous en parleront peut-être mieux aux Parisiens tout à l'heure, une action qui fait changer le visuel. Nous avons choisi ici de faire un visuel qui n'est pas interactif au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous ne faites rien, sinon celui que vous scrollez sur votre fil Instagram, TikTok ou Twitter, et vous allez voir cette carte animée qui s'anime tout seul. C'est une carte en GIF. Et on a découvert on s'est rendu compte qu'en fait, la très grande interaction que tous les gens font sur les réseaux sociaux, c'est le scroll. Et les Parisiens en parleront peut-être mieux que moi, mais le storytelling, c'est un peu une nouvelle technique qui part un peu de ce constat que les internautes font très peu d'actions avec leur souris ou avec leurs doigts, mais on se contente de défiler. Et de plus en plus de journaux vont dans le sens de défilement du lecteur. On s'adapte au lecteur. C'est-à-dire quand le lecteur défile, le visuel s'anime. Donc l'interaction est différente. On ne va pas cliquer forcément sur un endroit pour faire changer le visuel. On a essayé d'être donc dans la pédagogie, dans la vitesse de lecture pour cette carte. Au lendemain de l'annexion officielle de la Russie des 4 régions ukrainiennes, on commençait à se dire que la Crimée, la région de Kherson, la région de Donetsk, ça commence à faire beaucoup. La vision du monde qu'a le gouvernement russe commence à être sensiblement différente de celle qu'a la communauté internationale. Est-ce qu'on ne pourrait pas résumer ça par une carte? Et on a décidé de faire la Russie selon la Russie et la Russie selon le reste du monde. On commence à voir très visuellement, en avant, après,
Et cette carte a eu un succès assez important sur les réseaux sociaux, à mesure du fait que les lecteurs ne devaient pas faire grand-chose et les visions du monde commencent à être sensiblement différentes. Moi, je trouve que cette manque d'interaction est un peu une conséquence. On le subit un peu, mais ce sont aussi nos comportements. Nos comportements sur les réseaux sociaux font que, en général, le web s'oriente vers un fil continu, un vertical, où on défile notre molette, et on doit un peu adapter notre travail à ça. Cette carte, sans l'interaction, on a mis juste 2 cartes statiques, ça n'a pas eu du tout le même impact. Elle a été beaucoup moins partagée et vue. Donc ça montre un peu aussi, ça nous fait réfléchir au potentiel que nous avons sur ces cartes animées. Ça, c'était une autre que nous avons réalisée au moment où les talibans avaient pris le pouvoir en Afghanistan. C'est la première que je fais, donc elle est un peu plus lente et ennuyeuse. Mais du coup, ça vous montre aussi un potentiel que, voilà, vous ne faites absolument rien, la carte parle devant vous et vous lit l'article en quelque sorte. Vous avez juste à la regarder et analyser avant, après les éléments. Nous avons réalisé un autre un autre article qui s'appelle « Les 4 scénarios pour la suite du conflit ». C'était, je me souviens plus, cet été à la rentrée, un moment où le fond était assez figé. Et ces scénarios de la guerre en Ukraine ont été un peu traduits par des cartes. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Et ces 4 cartes différentes ont été un peu présentées comme ça, l'une sur l'autre. Et cette carte-là ne vous apprend pas grand-chose et vous avez besoin de lire l'article pour aller au bout de ces scénarios. Mais elle a un potentiel un peu marketing, si j'ose dire, c'est-à-dire d'attirer le lectorat sur les réseaux sociaux et de l'amener vers le contenu sur le site. Voilà, nous avons fait un article sur les scénarios du conflit. C'est un article qui est assez géographique. Vous pouvez le lire. Et donc, la carte, les infographies peuvent aussi jouer un rôle là-dessus. Ce sont des visuels. Aucun community manager poste désormais sur un fil Twitter sans mettre une image. C'est-à-dire que chaque image compte. Nous travaillons avec l'image et la cartographie est aussi une image, et une image puissante, puisqu'elle fascine, comme je vous ai dit tout à l'heure. En 2 mots, comment je suis arrivé à ce métier. Je parle un petit peu de mon profil, mais j'ai vu pas mal de collègues qui avaient un bagage similaire au mien. Pour travailler un peu, pour arriver à la cartographie de la presse, c'est une passion pour la géographie que j'ai, qui est pas inutile quand on doit placer rapidement une ville. On ne connaît pas forcément tous la géographie de l'Ukraine tous les jours, mais quand on sait où est l'Afghanistan et on doit faire une carte rapidement, ça aide. Nous suivons évidemment, on a une passion pour l'actualité qui est la base de notre métier. On commence à maîtriser quelques outils informatiques, qui plus, qui moins. J'en parlerai dans le détail après. On a quelques notions de statistiques, parce que les miennes ne vont pas très loin, mais on a pour faire des cartes complètes, en discrétisation, etc. Et un élément important qui a été évoqué tout à l'heure par mes collègues, c'est aussi cette volonté d'esthétisme, de sens graphique. On s'en sert aussi dans des médias qui sont grand public, qui doivent attirer l'œil, qui doivent être agréables à voir. Et pour cela, c'est un peu une recherche perpétuelle. On s'inspire un peu tous les uns des autres, mais on peut s'inspirer aussi par le paysage qui nous entoure. Jules nous parlait d'une carte faite en hexagone. Moi, j'ai regardé la façade de l'immeuble. Toutes ces choses-là peuvent, d'une manière ou d'une autre, nous inspirer. Et je termine en revenant sur les outils. Il y avait une question tout à l'heure sur les outils. Adobe Illustrator, c'est un peu le logiciel qu'on utilise tous les jours. Moi, tous les matins, je mets mes lunettes. Pareil, j'ouvre Illustrator tous les matins quand j'arrive au travail. Depuis 10 ans, c'est un peu le logiciel de pense dans mon métier. QGIS, c'est plus adapté pour les cartes. Effectivement, c'est un logiciel d'analyse statistique et spatiale ensemble. Et puis, on a plein d'outils qui naissent, qui progressent et qui évoluent. Et il y en a toujours de nouveaux. Donc, c'est important de continuer à faire une veille sur ce qu'ils font nos collègues dans les autres rédactions, sur ce qui se dit dans des newsletters spécialisés, de faire une revue des presses, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions... Sinon, je passe la parole à mes confrères qui jouent chez eux, du Parisien.
Bonjour à tous. Pendant que je lance une page web, on va se présenter. Alors, je m'appelle Stan, je gère la cellule data et innovation du Parisien depuis 2014. C'est une cellule en fait qui est organisée un petit peu différemment. Parce qu'en fait, nous, on travaille à côté du service infographie, mais on a surtout la chance d'avoir en fait des profils techniques et on utilise la technologie pour faire du journalisme. Donc ça peut être pour faire du data journalisme, donc en fait pour faire des calculs qui apportent une réponse à une question posée par l'actualité, mais aussi pour créer des formes visuelles qui soient les plus explicites possibles et ce qui recoupe évidemment ce dont nos éminents confrères ont parlé. Je vais taper, et vous pouvez faire de même d'ailleurs, surprise présidentielle dans Google. Et vous allez tomber relativement rapidement sur les 10 surprises révélées par nos cartes. Oups. Je vais peut-être prendre une souris. J'accepte les cookies. Voilà. Je demande les alertes plus tard. Voilà. Ce qui est important à regarder dans ce travail, donc je vais vous parler de scrollytelling, donc finalement ce dont Dario a légèrement parlé, donc c'est une relativement nouvelle façon de présenter l'information, et de comment est-ce qu'on utilise ça, comment est-ce qu'on développe ça, et comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser de plus en plus, mais surtout comment est-ce qu'on le rend au service des cartes. Voilà, parce que j'ai la chance d'être entouré par deux éminents technicien, donc Victor Alexandre qui est ici, donc qui est data, le journaliste et cartographe, maintenant, hein, à force, hein, on peut le dire, et Fabien Casaleggio qui travaille pendant que nous on s'amuse, et qui lui est en gros développeur full stack, c'est-à-dire qu'en fait il sert à tout. Voilà, et il a notamment participé à développer ce que je vais vous présenter. Avant de parler de cartographie et technologie, je vais parler journalisme. C'est-à-dire que souvent, quand on fait du data journalisme, on essaye d'apporter vraiment une information en faisant un calcul. Et donc, ça, ce qui est intéressant à regarder, c'est un format qu'on a sorti le lendemain du premier tour de la présidentielle. On l'a titré comme ça parce que nous-mêmes avons été surpris par tout ce qu'on avait préparé. Il y a énormément de données, de résultats qui sont arrivés dans nos filets et on ne pouvait pas prévoir ce qui était sorti. Et donc, du coup, on a développé cette forme qui nous permet, en fait, d'une part, cartographier la France, mais aussi de commenter ces infographies, parce que souvent, un infographiste, ça a été finalement un des fils rouges de notre conversation. Un infographiste travaille sous contrainte. Travaille sous contrainte de temps, de gens, vous en avez parlé, mais aussi de place. Et il y a deux perspectives qui peuvent un petit peu libérer l'infographiste. C'est l'interactivité, dont Dario a parlé, mais aussi l'animation. Et donc l'idée, en fait, avec ce format, c'est de pouvoir coupler les deux et aussi essayer de pallier un souci souvent qu'il y a sur les infographies, c'est la superposition d'informations. Et là, en fait, grâce à l'information, c'est une manière tout simplement de pouvoir montrer une à une les choses comme des feuilles d'oignon et de pouvoir apporter un récit, tout simplement. Donc, ici, quand on a eu la surprise, nous aussi, de découvrir ces cartes, on a eu une première interrogation, c'était surtout où est allé le vote pour François Fillon, sachant que le vote à droite a été peu moins important. On ne sait pas ce que les gens ont fait derrière l'isoloir, mais on sait en tout cas que les zones qui sont bleues ici, donc qui allaient chez LR, 5 ans plus tard, se sont pas mal retrouvées chez Macron. Donc on écrit nous-mêmes qu'on ne sait pas ce qu'ont voté les gens, etc., mais que quand même on avait un élément de réponse quand même pour essayer d'analyser tout simplement ce qui s'était passé. Chez Macron, donc, bon, tout simplement, on voit où est-ce qu'il a gagné, où est-ce qu'il a perdu, parce que ça, on va en reparler grâce à Victor, mais c'est aussi un travail d'analyse des évolutions des comportements électoraux qui souvent donnent encore plus d'informations, qui nous permet de faire ça. Et je vais vous trouver 2-3 autres surprises, parce que vous allez relire cet article après pour voir les 10 surprises.
Et on n'a pas fait 10 pour 10, hein. Vraiment, on en a trouvé 10. Donc ça, c'est le vote pour Marine Le Pen, qui est une cartographie qui finalement était assez connue, assez enracinée, notamment depuis le quinquennat de Hollande, et bien avant. Voilà. Mais ça, c'est une carte complètement nouvelle. Cette carte montre l'évolution du vote pour Marine Le Pen entre 2017 et 2022. Et elle dit quelque chose qui est raconté grâce à ces petits effets de stabilo, c'est qu'en fait, Marine Le Pen perd sur son territoire. Et elle gagne en dehors de son territoire. Quand c'est bleu, ça monte, quand c'est rouge, ça baisse. Et donc, ça apporte une information directement comme ça, c'est qu'en fait, finalement, le vote pour Marine Le Pen s'est banalisé géographiquement. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, fondamental, parce qu'on avait l'habitude, en tant que cartographe, de voir très souvent, en fait, cette carte. Le vote pour Marine Le Pen toujours à peu près au même endroit. Cette carte, pardon. Donc voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans les avancées. Oui, il y avait Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup perdu à la campagne, en fait. Donc on a parlé de vague Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais quand on faisait le décompte des voix, en fait, c'était pas si évident que ça au global. Et surtout, il y a une information qui est absolument fondamentale, c'est que on est sur une fracture urbaine-rurale dans la dynamique qui est juste absolument gigantesque. Souvent, on regarde peu ça, mais c'est souvent ces petites bornes qui montrent l'ampleur du phénomène. Donc, outre l'outre-mer, on voit très bien que les centres urbains, et évidemment le Grand Paris d'une certaine manière, a eu une énorme poussée pour Jean-Luc Mélenchon. Mais dès qu'on se déplaçait dans une France rurale, on était... donc ça baissait. Et là, on le montre avec des petites flèches. Voilà, tout simplement. Je vais donner la parole à Victor, qui va nous expliquer un petit peu comment il a fait ça et comment il s'est organisé surtout pour pouvoir avoir cette surprise très peu de temps avant vous. Oui, bonjour à tous. Du coup, c'est pour réaliser ça, il y a en effet besoin de s'organiser pas mal, parce que on sait qu'on va avoir une élection, on ne sait pas ce que seront les résultats et on ne sait pas quels angles on va nous demander de traiter. Donc, il y a besoin de s'approprier des données qui n'existent pas encore pour le résultat de 2022. En revanche, on sait et on peut s'approprier celle de 2017. On peut s'approprier celle de 2012, faire attention déjà avec tout ce qui peut arriver entre 2012 et 2017 sur les changements de communes, des communes qui ont fusionné, défusionné, qui rendent des zones entières. Le Maine-et-Loire a eu des énormes fusions de communes, et si on ne fait pas attention à ça, on a des grandes zones qui sont devenues toutes grises parce que les communes ont disparu. Mais du coup, il faut aller voir dans quel format seront livrées les données, parce qu'on peut les trouver en données libres sur data.gouv.fr par exemple, mais dans un format qui n'est pas celui du soir de l'élection. Donc en fait, le soir de l'élection, on a besoin d'être opérationnel tout de suite, d'autant qu'il y a d'autres contraintes que ce long format dont je vous parlerai dans un instant. Donc il faut s'approprier en tout cas ces données et leur historique et les biais qu'il peut y avoir dans ces traitements. Il faut aussi donc ça, c'est une partie du taf qu'on fait en amont de l'année 2021. Ça tombe bien, il n'y a pas eu trop d'actualité avec le Covid. On a eu le temps de se préparer, pas faire trop de tableaux de bord. Donc on avait le temps de préparer l'élection. Souvent, on se disait, chic, encore un gros événement, on peut encore retarder la préparation de la présidentielle. Mais non, il fallait quand même avancer là-dessus. Et donc, il fallait échanger avec notre excellent collègue Fabien sur comment est-ce que on peut se communiquer le soir de l'élection et pendant les semaines qui vont suivre sur le format de données que tu peux me récupérer rapidement pour que moi je puisse procéder à ces traitements statistiques et géomatiques le mieux possible et donc se préparer des angles. Donc pour préparer les angles, moi je générais des faux résultats. Je savais quelles allaient être les communes qui allaient recevoir des résultats. Je ne savais pas quel allait être le résultat, donc je générais des faux résultats pour les différents candidats. Même si quelques semaines avant le premier tour, le ministère de l'Intérieur donne sur la même plateforme à peu près que celui sur lequel il donne les vrais résultats, il donne des faux résultats qu'on peut, pour faire les tests, pour que les ingénieurs puissent faire les tests de bonne ingestion des données. Moi, j'avais besoin de me préparer avant.
Et donc j'avais pas encore, donc il a fallu que je fasse ce système-là. Et j'en ai profité pour les transmettre à mon petit camarade Fabien, qui lui pouvait travailler sur des versions interactives des cartes aussi en amont de ces fausses données, enfin des bonnes données justement, des bonnes données fausses du ministère. Et puis ensuite, il a fallu, donc pour terminer là-dessus, pour préparer les angles, j'ai essayé de voir avec mes fausses données ce que donnait l'évolution du vote. Pour François Fillon, je préparais mes scripts, donc je code dans un langage qui s'appelle R, qui est un langage et un logiciel, et donc je prépare du code avec des fausses données, et que j'ai juste à changer la source des données le soir de l'élection pour mettre les bonnes données, et je n'ai plus qu'à faire tourner les scripts que j'ai préparés pour avoir des résultats que ensuite j'envoie aux différents rédacteurs, aux services politiques, aux services web. Et du coup, ça permet d'avoir des traitements qui sont prêts sans connaître vraiment ceux qu'on va me demander ou ceux qui auront un intérêt le soir de l'élection, mais au moins c'est prêt. Parce que je sais aussi que le soir de l'élection, en fait, on va me demander des angles qu'on n'a pas prévus parce que peut-être que ce ne sera pas le vote LR la surprise, mais le vote Zemmour ou le vote Marine Le Pen élu au premier tour. Et ça, je ne l'avais pas prévu, par exemple. Pas prévu qu'éventuellement Marine Le Pen puisse être passée au premier tour, on aurait été embêtés, mais j'aurais eu un petit peu de temps pour le préparer. J'avais préparé le reste. Et donc, je vous parlais d'autres impératifs aussi, c'est que on avait envie et on nous avait demandé de préparer pour le soir de l'élection une cartographie de la France en une du Parisien web. Donc, il fallait que sur la home du site, on ait une carte avec les résultats en temps réel. Ça, c'est quelque chose de compliqué, d'abord parce que ça n'avait jamais été fait aux Parisiens, et ensuite parce que c'est 36 000 polygones, voire plus si on rajoute l'Île-de-France, on est en extrait, voilà, qu'il faut afficher sur mobile, sur ordinateur, et c'est une soirée un petit peu concurrentielle le soir de l'élection présidentielle, donc il s'agit de ne pas prendre 10 secondes pour charger les résultats, parce qu'en fait, les gens, ils ne restent pas 10 secondes sur le site du Parisien s'ils ne voient pas les résultats rapidement. Et ils vont, malheureusement, parfois sur le site du Monde ou des Échos, mais on les encourage à rester sur le site du Parisien, ou à la limite les Échos, ça va. Mais en tout cas, du coup, il fallait que le soir de l'élection, on puisse livrer des analyses statistiques sur les résultats, qu'on puisse proposer en home une cartographie qui n'est pas exactement la même. Vous voyez qu'on n'a que Paris Petite Couronne en version mobile, et une version desktop, et du coup préparer ce long format dont on ne savait pas exactement quel serait l'ordre et quelles seraient les surprises, mais on savait qu'on allait vouloir faire ça. Et donc ça ensuite, peut-être que je termine juste sur le fait que la solution pour laquelle on a opté, c'est des images, en fait le bon vieux JPEG, au lieu de demander aux téléphones mobiles et aux ordinateurs de nos lecteurs de charger les 36 000 polygones et les données associées, on leur a juste affiché 8 PNG, donc des fichiers images, ou bien d'autres s'ils étaient sur mobile, mais qui s'organisaient pour que ce soit le plus léger possible et qu'au fil de la soirée, les PNG s'actualisent. Moi, j'écrasais les précédents PNG, je remplaçais en permanence l'image pour qu'on donne l'impression d'avoir les résultats quasiment interactifs. C'était pas interactif, mais c'était une cartographie en home qui était déjà pas mal. On a réussi à améliorer les performances pour que, dès le second tour et les législatives, on ait une version interactive grâce au travail de notre magicien développeur. Voilà, je te laisse peut-être. Je vais finir par parler du travail de ce magicien. En fait, on est une petite équipe, on est 3, et donc on a... heureusement ou malheureusement, pas la possibilité de développer des nouvelles formes à chaque fois, ponctuellement, à chaque fois qu'il y a un sujet. Donc du coup, ça fait un certain nombre de mois, d'années qu'on se dit, on va essayer de regarder quelles sont les expériences dont on a vraiment besoin et d'essayer d'automatiser ça. Ce qui fait que la création de ces formats scrollytelling, nous on dit récimolette, je trouve ça marrant.
Mais voilà, de ces formats, nous a pris un certain temps, peut-être un bon mois de travail en travaillant à côté, etc. pour Fabien. Mais l'intérêt, en fait, c'est qu'il a développé un logiciel pour en faire et faire en sorte que ça prenne même pas une demi-journée après à faire. Et c'est ça qui est absolument fondamental dans notre travail, c'est que aujourd'hui, tout ça peut être administré avec un simple tableur Excel. Et des gens dans la rédaction peuvent eux-mêmes interagir avec cette forme. Et donc, on a un mois de travail et après, on a une demi-journée de travail. Ce qui fait qu'en fait, ce logiciel qu'on a développé, en reprenant un petit peu d'open source à droite et à gauche, nous a permis maintenant d'en publier plus d'une vingtaine depuis. À commencer par le deuxième tour de la présidentielle, où on avait à la fois les briques cartographiques développées par Victor, à la fois la technologie développée par Fabien, où là, on a pu être beaucoup plus réactif et c'était moins douloureux aussi, etc., parce qu'on maîtrisait un petit peu plus tout ça. Et donc, en fait, c'est un gain de productivité, mais qui n'est pas qu'une économie pour vous, mais qui est pour nous, mais c'est aussi pour vous quelque chose de fondamental pour qu'on puisse être à l'heure dans l'information. Très souvent, des journalistes vont s'auto-censurer parce qu'un traitement va durer trop de temps. Et donc on va dire, ah ben non, ça ne vaut pas le coup, ou on ne pourra pas le faire, on ne sera pas au rendez-vous. Et donc ça, c'est une manière pour nous de moins travailler, mais surtout d'être au rendez-vous de l'actualité et surtout avec les lecteurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, je voudrais savoir si dans votre travail, notamment de cartographie, vous avez le sentiment que ça peut avoir un avantage pour votre rédaction, et notamment en termes de coûts. Moi, je travaille sur les enjeux de solidarité internationale. Et mon souci, comme beaucoup d'ONG, c'est qu'on trouve que nos enjeux de développement social, tout ce qui n'est pas géopolitique, mais travaille sur la pauvreté, l'accès aux vaccins, l'accès à la santé, on trouve que c'est pas assez couvert de notre point de vue. Et je me dis que c'est vraiment un instrument qui permet on n'est pas obligé d'avoir un correspondant en permanence sur place à Bangui ou à Bamako. Ça peut permettre de raconter beaucoup de choses de manière assez didactique à une population, à une audience qui n'est pas spécialisée de l'Afrique ou de nos enjeux. Mais je veux savoir si, de manière générale, vous avez le sentiment qu'on vous donne des tâches qui sont peut-être plus difficiles à couvrir par du journalisme plus classique. Alors, ça dépend, en fait. Pour répondre simplement, la plupart du temps, oui, parce qu'on a des couches qui s'ajoutent. Un journaliste se pose une question, va essayer soit de se placer sur le terrain, ou soit d'interroger des gens, ou les deux, pour y répondre et rédiger. Nous, souvent, on a une ou deux couches technologiques en plus de ça. Parce qu'on doit faire déjà de l'analyse, alors que souvent les journalistes, la plupart du temps, en fait, ne font pas d'analyse. Ils en font évidemment, mais ils ne vont pas faire un traitement statistique, par exemple, comme on le fait, etc. Ou aussi développer du code en plus. Donc c'est du travail en plus. Par contre, et c'est ça où c'est un bon investissement pour un journal et pour des journalistes, etc., c'est que la plupart du temps, quand on a fait un code une fois, il peut resservir une autre fois. C'est-à-dire que cette carte que je vous sers ici, on peut faire exactement le même traitement sur la couverture vaccinale et le Covid le lendemain. Et donc, il y a une logique d'investissement et d'impact sur lequel on travaille tout le temps, entre guillemets, en bon père de famille. On se dit, qu'est-ce qui vaut le coup et qu'est-ce qui va être réutilisé, en fait. Et donc, ça, c'est absolument fondamental pour nous. Donc, quelquefois, c'est plus de travail, mais c'est pour que ce soit moins de travail. C'est aussi la magie du code et de la technologie. C'est sûr que c'est un investissement pour une rédaction de choisir de faire de l'infographie. Pendant très longtemps, il y a une dizaine d'années, on externalisait beaucoup. Il y a beaucoup de journaux qui ont fait le choix d'externaliser leur service infographie en pensant que ça allait justement leur faire baisser les coûts. Très rapidement, ils se sont aperçus que c'était extrêmement puissant pour attirer le lecteur, qu'on est entouré d'images, donc les gens savent les lire, qu'en France, on sait lire des cartes et on sait lire des graphiques parce qu'on a été formé depuis le bac, en passant par
parle dessous des cartes, etc. Donc les Français sont très demandeurs de ce type de données. Et donc dans toutes les rédactions, on a commencé à réinvestir. Enfin, c'est la preuve ici. Et au journal Le Monde, ça a été un questionnement quand il n'y avait plus de sous. Et puis au final, chaque directeur de la rédaction a toujours fait le choix, au contraire, de faire grossir ce service. Et on fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on essaie d'être de plus en plus efficace, avec aussi un changement aussi dans notre façon de faire, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le service infographie du Monde était un service d'exécution, à savoir que on pouvait, comme dit Dario, tiens, il n'y avait pas de pub dans la page, donc on allait mettre une infographie. Et puis après, on est devenus de bons exécutants, à savoir qu'il y avait un grand papier et puis à côté une petite carte de localisation ou un peu plus gros. Puis après, on a pris la place des papiers. Vous avez vu, on a présenté chacun des pleines pages d'infographie qui montrent qu'elles peuvent vivre maintenant toutes seules. Et on voit que ça marche, parce que si je vous dis le Monde en 40 cartes, c'est le hors-série ce hors-série du Monde en 40 cartes, il a fait l'équivalent de tous les autres hors-série en termes de tirage, qui sont sur des questions historiques, des questions de société, etc. Donc on voit que investir dans les questions d'infographie, de cartographie, data-vise, etc. En tout cas, aujourd'hui, on vous rencontre. Voilà. J'ajoute juste un truc là-dessus, c'est que en plus ces traitements-là statistiques, voilà, et les cartes qui sont faites, elles sont à chaque fois par défaut. Moi, je les exportais en SVG pour que l'infographie print, nos camarades de l'infographie print, puissent les avoir et les mettre dans le journal. Et le surlendemain, du coup, ce qu'on avait toujours du mal à faire, on était très jaloux du Monde ou du Figaro, qui sont plus nombreux en termes d'infographie, qui avait une belle carte, soit en une, soit dans les pages 2-3. Nous, on a réussi à avoir ça, soit le AJ+1, soit AJ+2, avec un niveau d'analyse plus ou moins avancé en fonction du scrutin, etc. Mais, enfin, et de la date de publication, si on avait eu le temps de faire suffisamment d'analyse. Mais il y a aussi ce gain-là d'investissement où en fait c'est moins de travail aussi pour d'autres services. Ça fait moins d'interviews quand on passe ce genre de sujet-là dans un service data interne. Ça fait moins d'interviews à des politologues, moins de... voilà, on est disponible le soir de l'élection sur place pour les journalistes du service politique. Ils n'ont pas besoin d'attendre 6h30 le lendemain matin que Pascal Perrineau ou Brice Teinturier soient disponibles pour répondre à l'évolution du vote François Fillon dans les campagnes. On est là. Moi, j'irais même plus loin, parce qu'en plus, alors moi, j'ai été admirative du travail qu'a fait le Parisien en si peu de temps, parce que le Parisien a fait des cartes qui étaient à la fois des cartes dès le soir et dès le lendemain. Vous avez produit des cartes qui étaient à la fois des cartes de résultats classiques, mais immédiatement des cartes d'interprétation. Donc Brice Teinturier, à mon avis, il a regardé vos cartes et il faisait ses commentaires par rapport à vos cartes d'évolution. Donc je crois pas que aujourd'hui Brice Teinturier, le pauvre, il a besoin de notre travail pour faire ses interprétations, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé dans telle campagne ou dans telle autre campagne. Donc là, voilà, ça devient... la mécanique change et le rôle du... Et d'ailleurs, je pense que là, c'était intéressant. Quand je vois les autres... nous, on a la chance d'avoir un énorme service, donc c'est encore un peu différent, mais c'est que tous nos cartographes, tous nos infographistes, aujourd'hui, ils ont une capacité d'analyse. C'est-à-dire que c'est ce que, je ne sais plus qui le disait, mais c'est vrai que c'est pas simplement, on n'offre pas simplement une donnée, immédiatement elle est analysée. Là, ce que vous avez fait, c'était hyper malin. Enfin, moi, j'aurais adoré faire ça, de montrer tout de suite en carte ce qu'il fallait regarder, ce qu'il fallait interpréter. On a changé aussi de milieu, c'est-à-dire que pendant longtemps, c'était les informaticiens qui s'étaient emparés de la cartographie. Les géographes sont revenus en disant, au fait, il y a un moment donné, on ne peut pas juste mettre des données les unes après les autres, il faut quand même savoir un peu les interpréter. Et puis les journalistes sont venus se mettre dessus pour poser des questions, au fait, comment on se pose la question, et que c'est devenu un métier qui a beaucoup évolué en 10 ans et qui fait que c'est pas simplement, on livre pas simplement une donnée que vous avez vous-même à analyser. On essaie de la mâcher pour qu'elle soit lisible. Oui, au-delà de l'illustration, on peut révéler une information aussi. C'est ça qui est intéressant.
Il faut qu'on s'arrête malheureusement parce qu'on est en train de trop dépasser. Faites les terres. Mais merci beaucoup d'être venu, c'est très gentil. Et puis on n'est pas loin. Donc...